Si ces nouvelles règles sont fermes, c'est qu'on estime qu'une contamination sur 4 se fait sur le lieu de travail. L'entreprise, c'est donc l'endroit à contrôler absolument pour éviter un redémarrage tonitruant de l'épidémie. Mais cette vigilance non négociable, elle a un prix. Dorothée Lachaud et Christophe Kenck se sont rendus dans une PME parisienne où on a fait les comptes. Dans cette entreprise de couches et de produits d'hygiène, la facture du Covid est salée. La direction a fait ses calculs. Pour protéger les 52 salariés, il a d'abord fallu investir en matériel. On a d'abord fait des commandes de masques, on a commandé 50 000 masques, du gel hydroalcoolique à disposition pour tous les salariés et ensuite des tests, 500 tests à disposition aussi des salariés et au bon vouloir de chacun s'il voulait se faire tester. Investir dans des tests salivaires, mais aussi dans des ordinateurs portables pour le télétravail. En tout, 17 000 € consacrés au matériel. Autre poste de dépense, les livraisons, 5 à 10% plus chères ces derniers mois. Ici, vous avez les paquets de couches qu'on envoie à nos clients durant la période de confinement. Certains de nos transporteurs étaient fermés, notamment toutes les livraisons en point relais. On a dû basculer sur d'autres transporteurs avec des surcoûts assez importants de l'ordre de 47 000 €. Ces surcoûts s'ajoutent aux heures supplémentaires facturées par les prestataires pendant le confinement. 75 000 € au total. Des dépenses qui s'accumulent alors que l'entreprise attend toujours certains remboursements. Avec les circonstances, malheureusement, on a 4 salons qui ont été annulés. On a engagé un budget de 25 000 €. On n'a pas encore récupéré ces coûts qui sont en stand-by. Donc on est en attente de pouvoir avoir des réponses des prestataires et de certains fournisseurs à ce sujet-là. Seule compensation, le Covid a réduit le budget événementiel. On aurait dû organiser une soirée de lancement qu'on n'a évidemment pas pu faire du fait du Covid. Ça nous a permis de récupérer 15 000 €. Au total, le Covid a coûté 110 000 € à l'entreprise et la facture pourrait encore grimper avec le durcissement du protocole sanitaire. Alors on parlait des masques, l'autre arme dont on dispose pour lutter contre le Covid, ce sont les tests. Eux aussi vont accompagner notre rentrée, puisque le message est clair, faites-vous tester le plus possible. Le problème, c'est qu'en Ile-de-France notamment, certains laboratoires sont débordés. Les tests, c'est encore beaucoup de questions. Pour les réponses, c'est avec Catherine Rougerie et Mathilde Baron. Une file d'attente devant un laboratoire, avec peut-être des malades du Covid. J'ai été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif. On pense avoir des symptômes, on n'est pas encore sûr vraiment de savoir ce qu'on a. Ce matin, je suis allée dans un autre laboratoire où on m'a dit de partir parce qu'il y avait une queue encore plus grande, donc ça va. Une situation encore vue aujourd'hui à Paris. Cela veut-il dire que beaucoup de personnes sont testées? En Ile-de-France, 150 000 tests sont réalisés chaque semaine, 3 fois plus qu'en juin. Pour accélérer la prise de rendez-vous et limiter les contagions, l'Agence régionale de santé a lancé une plateforme téléphonique. C'est une plateforme qui va permettre à toutes les personnes qui ont des symptômes évocateurs de Covid d'obtenir un rendez-vous en moins de 24 heures. Faut-il établir des priorités? Aujourd'hui, tout le monde peut faire un test par prélèvement nasal, sans prescription médicale, sans même présenter de symptômes. Dépister plus largement autour des foyers de contamination serait pourtant plus judicieux selon cet expert. Les contaminations lors de fêtes familiales parfois ou lors en entreprise ou dans des collectivités closes sont des lieux à plus haut risque pour lesquels il faut véritablement cibler les tests qu'on en doit faire. Les capacités de test sont-elles suffisantes? Selon un dernier décompte, la France atteint près de 625 000 tests en une semaine. Pas encore les 700 000 pourtant promis pour la mi-mai par le gouvernement. Pour y parvenir, soignants et experts préconisent de multiplier les points de prélèvement, élargir les plages horaires et former plus de techniciens de laboratoire. Des mesures d'autant plus nécessaires qu'avec la rentrée, la circulation du virus risque de s'accélérer.
Et petit rappel sur ces tests, il existe 2 types de tests. Les tests PCR, c'est le grand coton-tige qu'on vous met dans le nez. Il permet de savoir si on est contaminé au moment où on fait le test. L'autre test, c'est le sérologique. Là, c'est une prise de sang qui permet de savoir si vous avez des anticorps et donc si vous avez déjà eu le coronavirus. Conséquence de l'épidémie, un coup de pouce pour les familles avant la rentrée. Plus 100 € par rapport à l'an dernier. C'est aujourd'hui que l'allocation de rentrée scolaire a été versée à 3 millions d'entre elles. Par exemple, si vous y avez droit et que vous avez un petit qui a entre 6 et 10 ans, vous allez toucher quasiment 470 €. Ce sera un peu plus de 500 € si vous avez un 15-18 ans à la maison. C'est dans 2 semaines, pile, le mardi 1er septembre, que la plupart des enfants retourneront à l'école, cartable sur le dos et coronavirus dans la tête. Le climat sera forcément un peu particulier. Les conditions d'accueil doivent encore être précisées. Une incertitude de nature à stresser un peu les élèves, mais aussi leurs profs, qui vont devoir trouver les mots pour les rassurer. Octavie Morel et Régis Massini. C'est un atelier bande dessinée au programme de ce centre de loisirs aujourd'hui. Tu ne prends pas ça comme couleur, tu prends des verts, des jaunes, des choses comme ça. Ils ont entre 11 et 14 ans et dans 2 semaines, ils feront leur rentrée au collège. En classe, durant la récré et dans les couloirs, le masque sera obligatoire et les avis sont partagés. Je trouve que c'est normal pour respecter les gestes barrières, pour éviter que le virus se propage. J'aime pas le masque, ça fait mal aux oreilles avec les lunettes, c'est pas pratique. En plus, j'ai l'impression d'être étouffée, c'est pas agréable, je déteste le masque. Je me dis qu'après aussi, si on le fait tous, ça va aller mieux. À la fin de l'activité, tout le monde se lave les mains et direction la sortie où attendent les parents. Comment préparer ses enfants à une rentrée en temps de coronavirus ? À chacun sa méthode, mais certains sont parfois désarmés. J'essaie de rassurer mon fils, de ne pas céder à la psychose, parce que je pense qu'on en fait parfois un peu trop. Je crois que les enfants, ils arrivent à s'adapter à la situation. Ils vont avoir plus de facilité à porter les masques. J'en ai 2, il y en a une qui pose aucun problème et l'autre, je vois bien que quand elle joue, elle oublie au fur et à mesure. Voilà. Pour que les collégiens se sentent impliqués par le port du masque, il faut privilégier le dialogue, selon cette psychologue. Les adolescents, c'est important qu'ils aient l'impression qu'ils comprennent en fait ce qui se passe et que les parents discutent avec eux. Tu sais, moi, je vais être en open space avec un masque, il va faire chaud, ça va être pénible. Comment toi, tu comprends cette règle ? Est-ce que tu trouves que ça a du sens ? Que l'adolescent puisse exprimer son ressenti par rapport à ça et qu'il sente que son parent subit la même frustration. Les nouveaux cas de coronavirus augmentent chaque jour en France. À la rentrée, le respect des règles sera la clé pour éviter des fermetures d'écoles. Protéger les enfants, mais aussi leurs grands-parents, nos anciens. Ces derniers jours, après plusieurs décès, un EHPAD de Pulnoy, dans la région de Nancy, a décidé de reconfiner ses résidents. Évidemment, une nouvelle épreuve pour les familles. D'autres établissements pour personnes âgées tentent d'éviter cela en redoublant de vigilance. Reportage tout de suite à Corba, c'est près de Lyon. Et c'est dans cet EHPAD que les soignants s'étaient confinés avec leurs résidents au pic de la crise. Thomas Cuny et Florence Donjon. À 88 ans, Louise Turpin est en bonne santé. Mais la résidente de cet EHPAD a une crainte, celle d'être contaminée par le coronavirus. J'ai toujours peur que quelqu'un vienne, qui est porteur, et puis qu'on y passe tous, quoi. Pas que moi, hein, parce que s'il y a le virus, il n'y aura pas qu'une personne qui l'aura. Hein. Pourtant, ici, aucun pensionnaire n'a jamais été touché par le virus. Pendant 47 jours, lors de la première vague, personnel et résidents s'étaient confinés ensemble, évitant ainsi de faire entrer la maladie depuis l'extérieur. Une période qui reste un traumatisme pour certains retraités. Quand vous êtes seul sur un fauteuil et puis que vous voyez personne, à part les aides-soignants qui viennent vous porter le repas dans une chambre, on mangeait comme ça. Hein. Alors c'était dur, quoi. Une situation qui pourrait se reproduire aujourd'hui selon la directrice, si un cas suspect était détecté. Je prendrai la décision de fermer l'établissement complètement hermétiquement aux familles et puis à toutes les personnes étrangères au service. Un personnel soignant qui doit également rester vigilant, y compris auprès des familles qui rendent visite à leurs proches et qui oublient parfois les gestes barrières, comme le port du masque. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont l'enlever, hop, faire un bisou comme ça, sans voir, ou prendre une photo en enlevant le masque, hop, on fait une petite photo. Ils nous disent « Ah mais vous en faites pas, je respire pas », ou enfin voilà. Ce serait dommage en fait, ce serait bête que juste pour une
une inattention ou qu'on ait au final le virus qui rentre dans la maison de retraite. Une vigilance maximale pour protéger les personnes âgées qui restent l'un des publics les plus vulnérables face à l'épidémie de Covid-19. Eux sont dans la force de l'âge, mais ça ne les protège pas non plus. 3 nouveaux joueurs de l'Olympique de Marseille sont positifs au Covid-19. Conséquence, le match d'ouverture de la Ligue 1 de foot qui devait opposer l'OM à Saint-Etienne vendredi est reporté à la mi-septembre. Elles n'ont pas eu le droit de rouvrir. Les 1600 boîtes de nuit du pays qui d'ordinaire dansent tout l'été sont fermées, toujours pour cause d'épidémie et sans réelle perspective. L'État, là encore, a sorti le chéquier pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Mais cette crise sanitaire pourrait bien avoir définitivement raison de la discothèque à la papa. Chloé Tixier avec Mathieu Birden et notre bureau de Lyon. Il y a encore quelques mois, un millier de fêtards se pressaient sur la piste de danse de cette discothèque, la plus grande de Normandie. Aujourd'hui, avec le coronavirus, plus de musique, plus de fêtes. Les salles sont désespérément vides. Voilà, donc là, ici, on arrive dans une des 3 salles, donc complètement à l'arrêt depuis 5 mois. Un coup dur pour le gérant qui a repris l'affaire il y a moins d'1 an. Pendant le confinement, il a fait 40 000 € de travaux. Installation d'un scanner thermique pour prendre la température à l'entrée. La température est prise systématiquement. Et d'une 50aine de caméras de surveillance pour vérifier que la distanciation physique soit bien respectée. Tout était prêt pour le retour des clients qu'il espérait revoir dès cet été. On s'est dit que si on pouvait réouvrir, il fallait être paré à tout ça, il fallait être en raccord avec le protocole sanitaire proposé au gouvernement et c'était l'étape à passer. Mais pour l'instant, pas de feu vert des autorités pour une réouverture. Ces 11 salariés sont toujours au chômage partiel, financés par l'État. Et ils devraient bientôt recevoir des aides. Chaque boîte de nuit pourra toucher jusqu'à 15 000 € par mois pendant 3 mois. Notre budget de charge mensuelle, je dirais que c'est entre 15 et 18 000 €. Donc là, les 15 000 € de l'État, clairement, ça va quand même bien stopper l'hémorragie. Mais pour d'autres établissements, c'est déjà trop tard. À Saint-Etienne, cette boîte de nuit pourrait ne pas rouvrir ses portes. Elle vient d'être placée en redressement judiciaire. En clair, ces 20 000 € de dettes sont gelées dans l'espoir d'une solution. On attend de voir si l'entreprise peut prendre du ressort et on va dire du poil de la bête. Mais malheureusement, si on n'arrive pas à redresser, au mois de décembre, on passera sur l'option liquidation judiciaire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout doucement, on est en train de se faire étouffer. Toute une profession désormais en danger. Sur les 1600 discothèques en France, beaucoup envisagent de déposer le bilan. Et les autres vont devoir se réinventer, selon ce représentant du secteur. S'il reste 1000 clubs en France, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces clubs? Je ne suis pas sûr qu'ils vont rester dans une activité normale. Je pense qu'ils vont se reconstituer, ils vont changer un peu d'activité, ils vont réapparaître différemment. Je pense que sincèrement, la discothèque des grands-parents va disparaître en France. Les discothèques devraient rester fermées, au moins jusqu'à fin septembre. C'est compliqué pour les boîtes de nuit. Il y a un peu moins de contraintes pour les représentations en plein air. Encore que, le week-end dernier, une dérogation accordée au parc du Puy du Fou lui avait permis d'accueillir 9000 personnes pour son spectacle phare. Certains y avaient vu un passe-droit. Eh bien, c'est terminé. La préfecture de Vendée a fait savoir qu'il n'y aurait pas de nouvelles dérogations pour le week-end prochain. Ce sera donc 5000 spectateurs maximum, comme pour tout le monde. Vos enfants, eux, s'amusent et dansent souvent seuls ou avec quelques copains-copines face à leur portable. C'est l'effet TikTok, du nom du dernier réseau social à la mode. Il compte presque 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Alors pour vous, pour nous, parents, c'est peut-être du chinois. Le côté chinois de TikTok, c'est précisément ce qui énerve beaucoup Donald Trump. Marie Justé, Xavier Roman, avec notre bureau de Toulouse. Dans les smartphones de nombreux jeunes, elle est devenue une application indispensable. Avec ses millions de vidéos partagées, souvent courtes, d'humour ou de chorégraphie, la plateforme TikTok séduit les jeunes du monde entier. Et la France n'est pas en reste. Et pourquoi vous faites des vidéos sur TikTok? Déjà parce que j'aime bien la musique. Le genre, y a des challenges, il faut y faire. C'est court, donc on peut vraiment regarder ce qu'on veut et c'est super rapide, donc moi j'aime trop. Dans cette application de divertissement, la politique a fait son entrée. Un bon moyen de communication pour toucher les jeunes. Le mois dernier, Emmanuel Macron y a même posté une vidéo pour féliciter les nouveaux bacheliers. Que vous êtes cette génération qu'on appelle parfois du monde d'après, vous avez vécu une année hors norme. Pourquoi ce contenu le plus souvent inoffensif
semble inquiéter de nombreux pays, notamment les États-Unis. Selon Donald Trump, il faut se méfier de cette application chinoise. Les données privées des utilisateurs ne seraient pas assez protégées. Nous voulons qu'aucune donnée n'aille en Chine. Ce que l'on veut, c'est une sécurité totale. Pourtant, selon cet expert, il n'y aurait pas plus de risque d'utiliser TikTok que Facebook ou Twitter, par exemple. Pour lui, le problème se trouve ailleurs. Et c'est un moyen également pour Trump de pousser son idéologie en protégeant l'Amérique des ennemis extérieurs. Et ici, l'ennemi, c'est la Chine. Malgré ses oppositions, la plateforme continue son ascension. L'année dernière, TikTok était l'application la plus téléchargée dans le monde. Alors on est un peu perdu, chaque saison son réseau social. Bonsoir Julien Duponchel, il y a TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et les autres. On est un peu perdu, je le disais. Et qui est le plus puissant, sur lequel il faut être, sur quel réseau social il faut être aujourd'hui? Eh bien si vous souhaitez parler au plus grand nombre, Thomas, c'est surtout sur Facebook qu'il faut aller. 2,7 milliards d'utilisateurs actifs à travers le monde. Juste derrière, on retrouve YouTube avec un peu plus de 2 milliards, à quasi-égalité avec WhatsApp, dont le nombre d'abonnés a explosé pendant le confinement. TikTok, que l'on a vu dans le reportage, n'arrive qu'en 7e position avec 800 millions d'utilisateurs. Mais Julien, qui les utilise ces réseaux sociaux? C'est plutôt ma génération ou c'est plutôt la vôtre? Et ne soyez pas trop indélicat, je vous prie. Eh bien, sans vouloir vous froisser, Thomas, c'est plutôt la mienne. Voici le portrait type de l'utilisateur. Il a 15 à 34 ans. Il passe 2h20 par jour sur ses réseaux sociaux. Il est d'ailleurs abonné à 9 plateformes différentes qu'il consulte via son téléphone. Eh ben, vous passez beaucoup trop de temps sur votre téléphone, Julien. Et économiquement, qui est-ce qui pèse le plus lourd? Quel est le secteur le plus porteur? Eh bien, le plus suivi est aussi le plus riche. Facebook, plus de 59 milliards d'euros de chiffre d'affaires, car le géant américain détient également Instagram, Messenger, WhatsApp, d'autres réseaux bien connus du grand public. Et en fait, TikTok, c'est le seul qui échappe aux Américains. Peut-être pour ça qu'il est en colère, Donald Trump. Merci beaucoup et ne jouez pas trop avec votre téléphone, je vous l'ai déjà dit. On va rester aux États-Unis où la convention démocrate virtuelle se poursuit. Ça se passe à Milwaukee, dans le Wisconsin. La nuit dernière, Michelle Obama, venue soutenir Joe Biden, a expliqué pourquoi, selon elle, Donald Trump n'était pas le bon président, lui reprochant, entre autres, son manque total d'empathie. Eh bien, on y va aux États-Unis avec vous, Agnès Varamian. Bonsoir, vous êtes en direct de Washington, devant cette Maison-Blanche tellement convoitée. Après Michelle hier, ce sera Barack demain. Barack Obama, qu'est-ce qui devient justement l'ancien président américain? Écoutez Thomas, il déroule sa vie d'ex-président, présent dans la campagne, mais avec parcimonie pour ne pas gêner de sa notoriété et de son charisme le candidat Joe Biden. Vous allez le voir, Barack Obama se pose en conscience de l'Amérique, à l'opposé du turbulent et peu conventionnel Donald Trump. Alors pour un discours en privé, il vous en coûtera 400 000 $. Il a aussi signé ses mémoires pour 50 millions de dollars. Et puis la dernière fois qu'il a parlé de la France, c'était en 2018 à l'occasion de la Coupe du Monde pour célébrer la diversité de notre équipe de football. Alors a-t-il encore de l'influence? Mais qu'a-t-il fait pendant 4 ans? Notre récit avec Thomas Donzel. Sa dernière apparition était pour son ancien vice-président, aujourd'hui candidat. Une discussion informelle en forme d'hommage. Tout commence avec cette capacité à s'identifier, cette capacité à s'approprier les combats des autres, à les faire siens. C'est toujours ce qui a motivé ton engagement politique. Mais avant de replonger dans l'arène, Barack Obama a pris du bon temps. Du kitesurf juste après la Maison-Blanche. Il cultive aussi l'image de président le plus cool d'Amérique. Est-ce que je dois parler plus vite? Avec des confidences au prince Harry. Est-ce que je dois prendre l'accent anglais? Ses filles ont grandi, Sacha 19 ans et l'aînée Malia 22 ans, qui l'accompagne à Harvard pour ses premiers pas d'étudiante. C'était comme une chirurgie à cœur ouvert. Mais je suis assez fier de ne pas avoir pleuré devant elle. Barack Obama travaille aussi à son héritage politique. Il valide les plans d'une bibliothèque à son nom. Signe pour des documentaires avec Netflix. Et se rend avec sa fondation dans les écoles. L'ancien président a attendu 1 an avant d'attaquer Donald Trump sur son incapacité à condamner l'extrême droite américaine. Nous sommes supposés lutter contre les discriminations. Et on doit s'opposer clairement et sans équivoque aux sympathisants des nazis. En quoi c'est difficile de dire que les nazis sont mauvais?
Barack Obama se positionne en sage qui veut incarner la décence et le raisonnable pour aider son camp à gagner en novembre. On reste aux États-Unis, le temps d'une image suffocante. Nous sommes dans la vallée de la mort, c'est en Californie. Et là-bas, ce thermomètre affichait 56 degrés dimanche. Alors, il s'est peut-être un tout petit peu emballé, mais la température en cours d'homologation est quand même de 54,4 degrés. Et si elle est confirmée par les spécialistes, ce serait la 3e température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. En France, on n'en est pas encore là, mais la terre a soif, très soif, et ce ne sont pas les quelques pluies de ces derniers jours qui y changent grand-chose. Regardez, ce soir encore, 78 départements sont concernés par des restrictions d'eau à divers degrés. C'est particulièrement vrai dans l'est du pays. Alors certains éleveurs ont choisi de s'adapter, de bousculer un peu leurs habitudes, ou quand cultures africaines et vosgiennes jouent la carte d'un métissage gagnant. Angélique Etienne et Régis Massini. Au pied des sapins des Vosges, un champ encore étonnamment vert, malgré la sécheresse. Donc c'est du millet perlé, c'est des plantes africaines. Ça supporte très bien la chaleur, ça consomme très peu d'eau. Depuis 2 ans, cet agriculteur a sauté le pas. À la place de ces prairies naturelles, grillées par le soleil, il a planté 3 hectares de millet pour faire pâturer sa trentaine de vaches. Là, on voit très bien que la culture redémarre, alors qu'à côté, je ne sais pas si je les remettrai avant un mois et demi, peut-être à l'automne. En plus du millet, Benjamin Pierron a planté du moa et du sorgho. Toutes 3 sont des plantes africaines qui poussent sans irrigation. Le sorgho a été fauché il y a 2 petites semaines. Ça redémarre déjà très bien. Le moa, par contre, je ferai qu'une coupe, mais on voit que le rendement sera au rendez-vous, Si Benjamin Pierron s'est tourné vers ces plantations africaines, c'est parce que ces prairies ne fournissent plus assez de fourrage à l'année pour nourrir ses vaches. Plutôt que d'en acheter, il a donc investi dans de nouvelles semences. Mon père a fait toute sa carrière sur l'exploitation, la même surface, voire un peu moins, le même nombre de bêtes. Et il n'achetait jamais de fourrage, il en vendait même. À cette heure-ci, j'ai pas plus de bêtes, j'ai plus de surface et j'y arrive pas, Donc j'ai pas le choix que de me tourner vers des plantes comme ça. Grâce à ces nouvelles cultures, l'éleveur a pu économiser 15 jours de stock de fourrage hivernaux. Comme lui, un peu partout dans le Grand Est, la sécheresse pousse les agriculteurs à s'adapter. À 70 km de là, une plante nouvelle a elle aussi fait son apparition à côté du maïs. La sylphie, c'est une plante pérenne. On sème une seule fois et on va la récolter pendant 15-20 ans. C'est une vivace, les feuilles sont en forme de coupole. Elles vont recueillir toutes les rosées et l'humidité de la nuit ou l'humidité des pluies. Mais la nature l'a dotée d'un autre atout, ses racines. Profondes de 2 mètres, elles vont capter l'eau, même lors de sécheresse. Arrivé au 15 juin, elle fait déjà 1,80 m. Donc on a à peu près 60% de notre récolte qui est assurée par rapport à un maïs qui, on espère, le climat soit favorable au développement. Plus besoin d'irriguer, ni de semer chaque année. Des arguments qui ont séduit cet agriculteur, à tel point qu'il a fait ce choix radical, remplacer son maïs par une centaine d'hectares de sylphie, avec un objectif. Nourrir les animaux avec 50% foin et 40% de sylphie dans la ration. Mais cette reconversion a un coût. À 1 800 € l'hectare, la sylphie est 3 à 4 fois plus chère que le maïs. Au total, Jean-Luc Bernard a investi 200 000 €, une somme qu'il espère rapidement amortir. Grâce à la sylphie, mon intention n'est pas non plus que de nourrir mon exploitation, mes animaux et la méthanisation, mais c'est d'avoir encore du rab éventuellement à vendre. D'ici 1 an, il espère donc ne plus devoir se faire livrer de la nourriture venue de l'extérieur et ainsi faire vivre son exploitation en autosuffisance. Et le développement de ces cultures alternatives devrait être favorisé par le plan de relance de l'économie, un plan à environ 100 milliards qui doit être présenté et détaillé mardi prochain. La terre, ou plutôt le gazon, les joueurs du PSG vont le fouler d'ici une grosse demi-heure maintenant. Objectif, éliminer les Allemands de Leipzig et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Et ça se passe toujours à Lisbonne, où se trouve Simon Ricotier. Bonsoir Simon. Alors je vois que comme on n'a pas le droit d'être dans le stade, vous êtes déjà installé près d'un bar, vous.
Ah oui, parce que c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain et la centaine de supporters qui est venue à Lisbonne s'est réunie dans les bars du centre-ville pour regarder le match à la télévision, notamment celui qui est derrière moi. Il est plein à craquer de supporters parisiens et ils sont unanimes, ils me disent tous, c'est l'année ou jamais. Ah oui, parce que si Paris négocie bien son match de ce soir, eh bien les portes s'ouvrent pour la finale de la Ligue des Champions, la première de l'histoire du club. Mais quoi qu'il arrive, cette édition restera dans les mémoires. Des matchs à huis clos, des supporters obligés de donner de la voix depuis leur canapé. Alors évidemment, c'est un petit peu frustrant, mais les supporters, finalement, l'acceptent bien. Vous allez le voir dans ce reportage tourné aujourd'hui dans les rues de Lisbonne. Les images sont signées Mathieu Birden et le commentaire Jules Longchamp. Paris! Paris! Massés devant le stade pour apercevoir quelques secondes le bus qui transporte leurs joueurs préférés. Pour soutenir le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe d'Europe, des dizaines de supporters n'ont pas hésité à faire le voyage au Portugal. Ils attendaient ce moment depuis 25 ans. C'est un bonheur de voir les joueurs qui vont sortir de l'hôtel. Et on va leur montrer qu'on est là pour les soutenir et qu'ils ne sont pas venus tout seuls. On est présents et on va faire du bruit. À Lisbonne, certains sont venus sur un coup de tête, comme ce couple, fan du PSG. Ils n'auraient manqué ça pour rien au monde. On ne peut pas être dans les stades, mais ça ne veut pas dire que la finale, elle n'est pas allée chercher, et la victoire pareil. Donc non, c'est différent, mais c'est toujours top d'y être. Stade fermé au public, aucun billet mis en vente. Une frustration qui n'empêchera pas cette famille en vacances au Portugal de suivre la rencontre à la télévision. On aurait aimé qu'il y ait plus d'ambiance. On a été un peu déçus que les matchs soient joués à huis clos. Mais bon, on s'est dit qu'à nous 10, on allait mettre un petit peu le feu. Et surtout, s'il y a un but, on sera là pour célébrer sans problème. Enfin, de toute façon, il y a le coronavirus, on ne peut pas faire plus. Sinon, c'est complètement irresponsable. À quelques jours d'être sur le toit de l'Europe, la coupe semble désormais à portée de main. Et les fans se mettent à rêver, prêts à prolonger le voyage jusqu'au bout. Jusqu'à la finale. S'il faut modifier le billet, on le modifie. On modifie, voilà. C'est historique, ça va être marqué dans les livres. Donc on est content d'être là. Avant de penser à la finale, il faudra encore passer l'obstacle allemand pour permettre à tous les supporters parisiens de rêver plus grand. Avant et après le foot, d'un spectacle à l'autre, on va changer d'ambiance au milieu d'un océan d'annulations. Certains festivals ont réussi à se maintenir cet été. Le festival de musique des Arcs, celui de la Roque d'Enterron ou encore le festival Durance-Luberon en Provence. Celui-là se promène et il a relevé le défi d'un été contraint mais réussi. Jules Boudier et Francis Simoes. Presque comme si de rien n'était, ils sont venus assister à un concert en plein air. Un festival itinérant de village en village, Aux suivantes après. qu'une poignée de bénévoles a réussi à organiser malgré la crise, leur défi de l'été. Ah bah voilà. Allez, c'est précis. Ah, ça vaut la peine. Ça. Fabrication maison. Un festival en temps normal, c'est déjà de la débrouille. Alors en temps de Covid, c'est encore plus le cas. Les écrans tout faits existaient, mais relativement chers. Donc j'ai acheté des plaques de 2 mètres carrés que j'ai redécoupées. Marquage au sol, port du masque obligatoire. Ce soir, 250 personnes doivent être accueillies dans des conditions optimales. À l'arrivée des spectateurs, on rappelle les consignes sanitaires, Mais attendez, restez à 1 mètre des précédents là. quitte à faire preuve d'un peu de fermeté. Sachez que si vous rentrez, vous ne ressortez plus avant la fin du contact. Ah bon, vous m'avez fait peur. C'est presque militaire en fait comme discipline. Monsieur, Non, il faut le faire avec... Monsieur, s'il vous plaît, pas de boisson sur les gradins, s'il vous plaît. Vous pouvez finir ici, vous avez largement le temps, monsieur. Le spectacle ne commence... Votre masque, monsieur, s'il vous plaît. C'est un équilibre de doigté et de discipline stricte. On doit le faire. On doit le faire, d'autant que le festival s'est engagé sur une charte sanitaire auprès des autorités. Cette charte, on l'a présentée aux préfectures, c'est-à-dire nous travaillons sur 2 départements, la préfecture des Bouches-du-Rhône et préfecture des Vaucluse, et bien évidemment en accord avec les maires. Pour ce petit village d'à peine 400 habitants, c'est l'occasion de relancer la vie culturelle locale, malgré les risques. Là, je prends la responsabilité de faire rencontrer des gens, de les faire se côtoyer. Donc, quelque part, ça m'inquiète un petit peu, bien sûr. Mais en même temps, il faut aller de l'avant, sinon on s'en sort pas, quoi. Aller de l'avant pour retrouver, le temps d'une soirée, un peu de chaleur humaine.
Le lendemain, autre ambiance. Dans la cour d'un château médiéval. Maintenir un festival dans les conditions actuelles, c'est aussi une main tendue aux artistes, privés de travail une bonne partie de l'été. Tout a été annulé pratiquement. Enfin, c'est très rare d'avoir un festival qui a eu le courage d'aller jusqu'au bout. L'occasion aussi pour le public de regoûter à la douceur des soirées provençales. À l'amitié et à l'amour. Heureusement qu'on a ça, parce que cette année, comme il n'y a rien nulle part, ben voilà. Oui, cette année. Donc c'est agréable. Vous n'êtes pas inquiet, il n'y a pas de souci. Regardez, on est prêt à agir. Dès qu'on voit le Covid arriver, on met le masque. Alors, Paris gagné, pas sûr. Par rapport à l'an dernier, c'est la moitié du public qui manque à l'appel. Et le festival n'est pas certain d'atteindre l'équilibre financier. Et en tout cas, on les remercie bien, tous ces organisateurs obstinés. On revient en quelques mots à l'information de ce début de journal. La très grande confusion ce soir au Mali, je vous en parlais, une mutinerie est en cours là-bas. Des militaires révoltés ont visiblement arrêté le président malien. Ce soir, l'Union africaine condamne énergiquement cette arrestation d'Ibrahim Boubacar Keïta. Condamnation également du chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui dit suivre attentivement la situation et affirme s'être entretenu avec ses homologues de la région. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. À suivre Chloé Nabédian pour la météo, un si grand soleil, puis Michel Simès et Adriana Carambeu pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain. L'info demain, ça commencera avec Télématin, ça se poursuivra avec Sophie Le Saint à 13h et nous, on se verra à 20h. D'ici là, c'est aussi quand vous voulez sur France Info, Canal 27. Très bonne soirée et à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.